c'est Johanna de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce premier épisode de la nouvelle saison spéciale vacances des Pacific Buzz. Comme tu le sais, les Pacific Buzz, c'est le podcast des entrepreneurs polynésiens. Et pendant les vacances, nous t'emmenons à la découverte d'entrepreneurs différents, uniques et surtout représentatifs de notre Fénois. Cette nouvelle saison t'est proposée grâce au soutien de la Direction de la Culture et du Patrimoine, le service administratif du pays en charge de la protection de la promotion et la valorisation du patrimoine, du développement des arts et de la culture et de la revitalisation des langues polynésiennes. Pour cette nouvelle saison, alors que le festival le plus célèbre de Tahiti, le Heiva, reprend vie après 2 années de pause, il était incontournable pour les Pacific Buzz de s'y intéresser. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, nous t'emmenons à la rencontre des chefs de troupe et autres acteurs du Heiva. Quel lien avec l'entreprise me diras-tu ? Eh bien, tout simplement, le fait que gérer une troupe et la préparer au grand soir du concours, c'est presque comme gérer une entreprise. Gérer un budget serré, trouver des locaux pour les répétitions, coordonner la logistique des costumes et manager des dizaines de danseuses et danseurs. De quoi se comparer aux grandes entreprises du Fénois. Et parce que tous ces chefs de troupe et leurs équipes nous enchantent tous les ans depuis plus d'1 siècle aux fêtes du Tiorei, nous souhaitions les mettre en avant dans ce podcast, grâce au soutien de la Direction de la Culture et du Patrimoine. Pour ce premier épisode, nous avons été à la rencontre de Thierry Trompette, chef de la troupe Hate Haiti, qui sera sur les planches de Tohata ce samedi 9 juillet. À suivre donc une conversation avec Thierry. Bonjour Thierry, je suis ravi de t'interviewer au plateau sportif de la DG2E. Et du coup, pour commencer, une petite question. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, donc je me prénomme Thierry Trompette de Zerville. Je suis chef du groupe Hate Haiti, chargé de la chorégraphie, de la conception chorégraphique et de tout ce qu'il y a autour de la création. Ok, très bien. Beaucoup de rôles, beaucoup de chapeaux, beaucoup de casquettes. Du coup, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste finalement ce rôle de chef de troupe ? D'abord, c'est de pouvoir fédérer l'ensemble des artistes autour d'un projet, surtout que nous sommes constitués en association loi 1901, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir lever des fonds après, dans un deuxième temps, pour pouvoir financer les projets artistiques. Donc effectivement, énormément de choses à gérer en tant que chef de groupe. Et pour information, est-ce que c'est ton activité principale ou finalement est-ce que tu as un métier à côté de ça ? Non, alors je suis à la base conseillère pédagogique dans la circonscription de Papeete-Piré, en charge des écoles de Piré et des grands projets de la circonscription. Et du coup, comment est-ce que tu arrives à jongler entre les deux, à gérer ta casquette de chef de troupe et son activité professionnelle ? En fait, je me sers de mes compétences professionnelles pour la gestion de l'association et pour la création artistique. Rien n'est séparé, tout est en commun. Tout est au service en fait, et à la fois de la culture et à la fois de l'éducation. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que tu vois ton travail en tant que chef de groupe comme finalement quelque chose, comme un petit entrepreneur qui doit gérer sa petite entreprise avec tous ses petits salariés, toutes ces petites mains au fur et à mesure ? Alors, il y a possibilité d'en faire un métier et de pouvoir constituer une petite entreprise en fait. À ce stade-là, on va parler plus d'école de danse qui va être justement la source même du vivier des danseurs, danseuses et au-delà de ça, s'il faut parler de percussion et de orero. Oui, ça peut être éventuellement aussi un moyen pour un entrepreneur de pouvoir développer des métiers tels que compositeur, auteur, on va dire costumier et voire même metteur en scène. Effectivement, on voit qu'il y a une diversité incroyable. Et comment est-ce que tu fais pour toi pour gérer justement les différentes tâches et quelles compétences en tant que chef de groupe cela requiert ? Alors d'abord, j'ai un organigramme qui spécifie bien les missions de chacun, que ce soit déjà dans le pôle associatif, la secrétaire, la trésorière, la présidente et la vice-présidente. Ensuite, dans le côté organisation du groupe de danse, il y a d'autres postes essentiels, comme les responsables au niveau de tout ce qui est orchestre, chorale, danseurs, danseuses. Ensuite, on a un pôle au niveau de tout ce qui est costumerie et atelier, la gestion du matériel et du patrimoine constituant en fait le décor, tous les accessoires de danse avec les instruments.
Et ensuite, on a un autre pôle en fait qui va concerner plus le développement artistique, donc tout ce qui est écriture avec traitement des programmes artistiques. Voilà. Donc, si on n'a pas cette structure, on ne peut pas fonctionner telle une entreprise où on a un directeur général qui va mobiliser toute une équipe et des cellules en amont. Alors comme tu le dis bien, effectivement, comme une entreprise qui avec son directeur général va devoir motiver toutes ses troupes, mais la différence c'est que finalement dans une entreprise, les salariés sont rémunérés. Comment est-ce qu'on arrive à garder la motivation, l'engagement de personnes, sachant que chacune de ces personnes, tout comme toi, est bénévole? Alors, d'abord, il y a deux plans sur lesquels il faut qu'on explique, qu'on détermine un peu. C'est que l'association aussi a, on va dire, des spectacles qui tournent tous les vendredis dans un hôtel de la place. Et des spectacles privés avec des projets bien spécifiques comme l'accueil à l'aéroport ou des projets de mariage. Donc là, tous les éléments sont indemnisés à hauteur on va dire, d'un tarif qui permet en fait de payer un peu leur essence et tout ce qui va autour de la dépense au niveau des costumes. Dans le cadre du HEIVA, le bénévolat est grandement demandé, tout simplement parce que à l'heure d'aujourd'hui, le HEIVA n'est pas en fait un moyen pour pouvoir énumérer tout le monde. C'est impossible en fait. Nous avons une subvention qui nous permet d'investir dans les costumes. Nous sommes obligés de lever au moins 3 fois en 6 mois près d'1 million pour chaque étape. Au-delà de ça, il y a une participation financière de la part des danseurs. Donc, c'est vous dire que finalement, c'est une grande machine financière, mais qui n'est pas si florissante au niveau financier. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment séparer les deux entités entre ceux qui assurent des spectacles tous les vendredis et ceux qui font ça une fois dans l'année, qui est le HEIVA Itaiti. Et du coup, comme tu le dis, au niveau financier, peut-être qu'on n'y retrouve pas un retour, mais forcément, il y a quelque chose qui pousse tout le monde à continuer l'aventure et à aller plus loin. Qu'est-ce qui les motive? Comment tu arrives à les garder là-dessus? Alors, la première chose, c'est le palmarès. À partir du moment où vous gagnez des prix, automatiquement, ça donne une énergie et une motivation grandissante. La deuxième chose, je pense que c'est l'intégration du danseur ou de l'artiste en lui-même au sein du projet, c'est-à-dire qu'il doit comprendre qu'il a son rôle à jouer, qu'il a une mission incontournable et qu'aujourd'hui, si la troupe puisse exister en termes artistiques, c'est un maillon essentiel de cette chaîne. Et au-delà de tout ça, c'est aussi on va dire, l'intérêt qu'il porte à la culture. Aujourd'hui, on a vécu 2 ans de Covid, donc on a revisité nos objectifs, on a revu un peu à la baisse nos dépenses et on s'est mieux organisé au niveau de la gestion humaine et financière. Donc je pense que c'est tout ça qui fait qu'il y a de la transparence dans l'acte financier. Il y a beaucoup de responsabilités, c'est-à-dire qu'on se repose sur eux. Et puis enfin, il y a, je pense, tout ce côté convivial, c'est-à-dire rassembleur, où les gens sont intégrés dans un projet culturel. Et je pense que ça, ils aiment bien, ça leur permet un peu de revivre autre chose que ce qui a été vécu il y a 2 ans. Très bien. Donc du coup, après nous avoir parlé de tout ça, de toutes ces tâches à faire, comment est-ce que toi, tu gardes justement cette motivation avec toute cette charge de travail qui, du coup, incombe très souvent au chef de troupe? Alors ça, je ne peux pas vous dire, c'est inné ou c'est motivant pour moi, je ne peux pas rester sans rien faire. Je suis dans plusieurs associations, j'interviens auprès de parents d'élèves, donc je pense qu'après, c'est la personnalité de la personne, ce sont ses convictions et c'est surtout la façon dont elle veut faire passer des messages à la vie, à la société et puis à nos jeunes qui nous entourent. Donc à partir du moment où on est en mode associatif, quelque part, on est là pour essayer d'apporter justement de l'aide à l'autre. Et je crois qu'il faut avoir du courage, de la volonté, se réveiller très tôt le matin. Effectivement, se lever tôt, j'imagine que c'est indispensable. Et du coup, comment est-ce que tu vois l'évolution du monde de la danse au Fénois? Comment est-ce que tu vois cette évolution-là? Je vais dire qu'en fait, on a entre le moment où on avait quelque chose de beaucoup plus traditionnel avec on va dire les mouvements artistiques qui se sont formés autour du Oriteiti, c'est clair qu'étant une culture vivante, on évolue. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, le Oriteiti est un vecteur incontournable de la Polynésie en termes de vitrine commerciale, en termes de vitrine
on va dire, touristique. Et donc, je pense que servons-nous de ce vecteur correctement avec respect. Nous inscrivons à l'heure actuelle le Holy au patrimoine de l'UNESCO. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a quand même des verrous à poser autour de cet art. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit prendre un vecteur historique et linguistique important que l'on doit intégrer dans ce projet de la culture. Donc je pense qu'il y a une grande évolution, mais il y a aussi des pare-feux qui se posent où on doit y aller étape par étape. Ok, très bien. Maintenant, après cette vue justement sur l'évolution de la danse, comment est-ce que tu vois, par exemple, est-ce que tu serais favorable à une professionnalisation finalement du secteur de la danse, de ce secteur du Heiva, de tout ce qui l'encadre? Alors, le Heiva difficile, à moins qu'on ait de gros partenaires et un mécénat incroyable. Si on arrive à le faire, bravo à ceux qui vont le faire en tout cas. Mais à l'heure actuelle, parler d'entrepreneuriat, de développement économique, oui, pourquoi pas. Mais j'attends d'avoir à ce moment-là une grande visibilité sur les moyens et de comment le Heiva peut être vécu comme ça. Là, je dis qu'à l'heure actuelle, c'est difficile parce que tant que ça reste encore, on va dire, très traditionnel dans la conception, ça va être difficile d'en faire une machine économique, quoi. Mais bon, qui sait, hein. Il faut juste une intelligence collective et un réseau. Effectivement, tu parlais de l'inscription à l'UNESCO comme étant une première étape, donc du coup, à l'avenir, peut-être une évolution dans ce sens-là. Du coup, pour toi, quels sont les plus grands défis, les plus grands challenges au quotidien pour assurer finalement le fonctionnement du groupe? C'est quoi les plus grandes difficultés? C'est le nerf de la guerre, c'est les finances. Donc ça, il faut se lever tôt pour aller taper à toutes les portes. Là, en ce moment, on commence à être des experts en demande de subventions. On commence à devenir des experts pour monter des dossiers, on va dire, d'aide. Non, mais je pense que la grande difficulté, ce sont les finances. La deuxième difficulté, ce sont les structures. C'est-à-dire que nous n'avons pas de lieu. Si on avait une salle fermée, aménagée, avec un moyen de réduire le son pour que l'on puisse répéter plus longtemps, je pense que c'est la deuxième grande difficulté que nous avons à l'heure actuelle. Je te remercie Tiare et puis je vous souhaite une bonne répétition et puis bonne chance au Heiva. Merci à vous et puis on se voit le 9 juillet sur Toata. L'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Nous remercions la direction de la culture et du patrimoine pour ce soutien à la production de cette saison spéciale dédiée aux acteurs du Heiva. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!